Alors Serge, tu as de drôles de hobbies. Je te cache pas que ça m'interpelle. Tu as choisi de te lancer dans la lecture du journal officiel. Eh bien oui, après mediapresse.fr, je lis le journal officiel. Ok. Alors, qu'y as-tu trouvé de croustillant? Eh bien, écoute, j'y ai trouvé un arrêté en date du 10 mai, arrêté qui a été pris par le gouvernement le 9 mai, et qui porte création du service technique national de captation judiciaire. Je te sens pas très épaté. Je t'avoue que... Eh bien, c'est tout simplement la conséquence d'une loi antiterroriste qui a été adoptée en juin 2016. Et cette loi autorise la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, c'est ça qui est important, d'accéder en tout lieu à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre. Donc ce service technique, eh bien, c'est lui qui, dorénavant, va placer dans le portable, le téléphone d'individus, de citoyens français ou étrangers, des logiciels espions qui permettront donc aux agents de ce service eh bien, d'avoir accès à l'ensemble de tes données. Sans mon consentement. Sans ton consentement. Imagine que sur Telegram, tu commences à taper et tu me dis « Serge, rendez-vous McDo, hein, pas celui d'Austerlitz, un autre. » Voilà. Eh bien, ce logiciel espion peut enregistrer la frappe sur ton clavier et connaître ainsi ton message. Okay. Il peut capturer ce que tu affiches sur ton écran et puis il peut copier ton disque dur. Voilà. Tranquille. Alors, tu vas me dire, mais enfin, Serge, finalement, on a besoin d'un tel service contre les terroristes. Puisque nous n'avons rien à cacher, comme chacun sait. Oui, toi et moi. Absolument. J'espère. Enfin, moi, je sais. Théo aussi. Moi que vous. Vous, je sais pas, mais moi, c'est... Mais bon, tu vas me dire, contre les terroristes, bien sûr qu'il faut un service comme ça. Okay. Et je te dis oui. Contre un certain nombre de grands voyous, ceux qui pratiquent le meurtre, la torture, l'enlèvement, le proxénétisme, le trafic d'armes, le trafic de drogue, bien sûr. Et l'évasion fiscale. Et l'évasion fiscale. Tout ça sous le contrôle d'un juge. C'est pas prévu, l'évasion fiscale. Mais tout ça est décidé par un juge, enfin par deux juges, soit le juge des libertés et de la détention, soit le juge d'instruction. Tu vas me dire, très bien, tout va bien, après tout, il y a le contrôle de la justice, on se donne les moyens de rentrer dans les terminaux informatiques des voyous ou des présupposés voyous ou des présupposés terroristes, quoi de plus normal. Je sens un glissement avec le présupposé, mais je t'écoute encore. Alors voilà, le problème c'est que lorsqu'on donne un pouvoir à des juges, il est bien aussi qu'il y ait des contre-pouvoirs. Dans un état de droit, finalement, ce qui est important, c'est que l'on puisse avoir des voies de recours et que l'on puisse empêcher les dérives. Ces logiciels espions ont leur utilité à condition qu'ils soient utilisés pour la bonne cause, c'est-à-dire prévenir le terrorisme ou exercer une répression souhaitée contre ceux qui contreviennent à la loi, mais pas contre les simples citoyens. Or, le problème, c'est que nous avons, dans cet arrêté, on précise deux choses importantes. La première, c'est que les activités et l'organisation du service technique national de captation judiciaire, eh bien, sont couvertes par le secret de la défense nationale. Ah, donc c'est le donc si secret. tu dis, excusez-moi monsieur, je voudrais savoir s'il y a un logiciel espion ou pourquoi y a-t-il un logiciel espion dans mon matériel, tu ne le sauras pas puisque c'est couvert par le secret de la défense nationale. Alors quand même, bon prince, les auteurs de l'arrêté ont prévu que deux personnalités qualifiées, respectivement désignées par le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice, pour une durée de 5 ans renouvelable, auront accès aux locaux de la commission en question et puis pourront être éventuellement un petit peu informés de l'activité. Mais ces personnalités qualifiées doivent être habilitées secret défense. Donc, quand bien même elles connaîtraient des dérives ou des abus, elles n'auront pas le droit de s'en ouvrir devant l'opinion. C'est-à-dire qu'on est en train de mettre en place une structure qui peut faire à peu près ce qu'elle veut, parce que cette structure va utiliser en plus les moyens de la DGSI, c'est-à-dire de la Direction Générale de la Sûreté Intérieure, qui elle-même a des logiciels espions, mais ça c'est son métier. La DGSI, c'est le contre-espionnage français. Elle a des logiciels. Comme ces logiciels quand même coûtent assez cher, on s'est dit, tiens, on va utiliser ces logiciels qui sont prévus pour lutter contre les terroristes, pour réprimer d'une part les délinquants, et puis éventuellement on peut les utiliser pour n'importe quoi d'autre, et il n'y a pas de garde-fou. C'est ça le danger de ces logiciels espions et de cette commission, de ce service technique. Alors, le secret de la correspondance fait partie des libertés fondamentales. C'est garanti par une directive de décembre 1997. Autant te dire que maintenant, on pourra espionner
ta correspondance privée, tes mails, tes SMS, tes messages sur Telegram, sur WhatsApp, tout ce que tu pourras envoyer à partir de ton terminal, de tes terminaux, sera accessible à des gens sur qui on n'a absolument aucun moyen de contrôle, si ce n'est 2 personnes qualifiées qui, de temps à autre, seront autorisées à aller voir dans les locaux ce qui se fait, mais ne pourront de toute manière rien dire. Un avocat ne pourra pas demander des éclaircissements. Un magistrat ne pourra pas intervenir et dire « Attendez, mais pourquoi, Monsieur Reda, par exemple, il y a un logiciel espion dans son téléphone ?» On ne le saura pas. Et c'est ça qui est extrêmement dangereux, c'est cette couverture par le secret défense. Alors tu vas me dire, qu'est-ce qu'on fait en attendant ? J'ai envie de te dire, alors soit on renonce à tout, c'est-à-dire tu jettes ton téléphone, tu jettes ton portable, puis tu communiques comme ça, tu vas voir tes amis, tu te déplaces, tu sonnes avec les pigeons. Et encore, les pigeons voyageurs peuvent être abattus. Sinon, il y a quelques solutions quand même. D'abord, on peut acheter un ordinateur tombé du camion, comme ça il est difficile à tracer, et puis on peut utiliser, alors c'est assez connu, ce logiciel qui s'appelle Tor. Et on peut rajouter, pour compliquer la tâche de ceux qui ont envie de savoir ce que tu fais, à qui tu écris et comment tu vis, on peut utiliser ce qu'on appelle un VPN, c'est-à-dire ce qui crée une espèce de tunnel qui permet de changer d'IP, c'est-à-dire ton adresse Internet. Ça, on peut changer très facilement d'adresse Internet en temps réel, c'est-à-dire toutes les 3 minutes, tu peux décider que là tu es en Roumanie, puis demain 5 minutes après tu es en Tchécoslovaquie, puis après tu es en Italie, et puis après tu es en Moldavie, puis tu es en Russie, puis tu es en Grèce, et le type qui essaye de te suivre, il ne sait pas où tu es. Ça, c'est déjà à condition que ce VPN, tu le prennes dans un pays qui ne soit pas dans la zone Europe, ou aux États-Unis, parce que les grandes oreilles de la NSA sont puissantes. Et puis il y a les logiciels de cryptographie. Celui qui est tendance, m'a-t-on dit en ce moment, c'est VeraCrypt. Voilà, je ne l'ai pas essayé. Et puis sinon, figure-toi quand même qu'il y a une morale à cette histoire. Il y a une morale. Tu sais que dans les romans de John le Carré, lorsque les méchants espions de l'Est veulent entrer en contact avec leurs officiers traitants, donc ils dissimulaient des messages dans un mur, sous un meuble, sous un banc, un petit billet comme ça, voilà, on le glissait. Et puis l'officier traitant passait quelques heures plus tard ou des fois le lendemain et puis savait regarder dans la cache s'il y avait un petit bout de papier avec des informations. Et comme ça, on ne pouvait pas faire la liaison entre l'agent et l'officier traitant. Bien, figure-toi que ça s'appelle une boîte aux lettres morte. Eh bien, ça existe sous forme informatique. Ce qui donne aujourd'hui le plus de difficultés aux services de renseignement, aux services de police judiciaire, c'est un système, mais d'une simplicité, j'allais dire, biblique. Supposons que je veuille entrer en contact avec toi et que je veuille que personne ne soit au courant. Je vais dans un cybercafé, je crée une adresse toto@gmail.com et puis je commence à rédiger un message à ton intention. Rendez-vous au McDo demain. Je le mets dans Brouillon. Je ferme ma session dans le cybercafé et je m'en vais. Toi, par ailleurs, tu as accès à cette adresse toto@gmail. Avec l'adresse et le code. Avec l'adresse et le code, tu te connectes, tu vas dans les brouillons et tu vois le message et tu lis le message. Et il n'y a eu pas celui d'Austerlitz. Voilà, et pas celui d'Austerlitz. Je referme. Il n'y a eu aucune circulation électronique de messages. Et nous avons tous les deux utilisé des cybercafés où on ne peut pas nous tracer, ce qui met en échec l'ensemble des logiciels espions. Voilà, c'est aujourd'hui la difficulté à laquelle se heurtent les services de police judiciaire, les services de renseignement. C'est très primitif comme moyen. Apparemment, ça marche. Ils doivent être très heureux que tu l'aies popularisé ce soir. Donc j'aurais appris 2 choses. C'est 1, tu aimes éplucher le journal officiel, et 2, tu te connais beaucoup mieux en technique que moi. Merci Serge.